Si vous pensiez que le Japon était un pays sûr, l'envers du décor risque de vous surprendre. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que ce format ne vous a pas trop manqué. Aujourd'hui je vous propose de vous raconter l'histoire incroyable de Akira Nishiguchi. Ici pas de phénomènes paranormaux, d'histoires inventées ou d'apparitions de fantômes. Tous les faits qui vont suivre sont strictement réels et facilement vérifiables. Je vous propose de vous installer confortablement et de vous laisser emporter par le récit. Nishiguchi Akira Jiken. 14 décembre 1925. En ce jour, dans la région du Kansai, dans la ville de Osaka, naît un petit enfant du nom de Akira Nishiguchi. Le papa et la maman sont de religion chrétienne et le petit se fait baptiser à l'âge de 5 ans. C'est sûrement à cet instant précis où il était le plus près de Dieu. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous cite ce détail d'apparence anodine. Eh bien c'est parce que l'éducation du petit Akira sera énormément basée sur les croyances religieuses de ses parents. 1936. Pour ce qui est du contexte familial de l'enfant, le père possède une affaire maritime qu'il convertit en 1936 en un business de ryokan. Les ryokan, ce sont des auberges typiquement japonaises. La mère, quant à elle, est femme au foyer et globalement, le ménage ne manque de rien. En revanche, on note encore une fois que la présence de la religion est dévorante au sein du couple, et il se peut que les parents aient une idée toute tracée pour l'avenir de leur fils. Les deux parents souhaitent que le petit Akira Nishiguchi, qui n'a encore que 11 ans, devienne soit prêtre, soit moine. Et pour ce faire, ils vont l'envoyer dans une école catholique dans la préfecture de Fukuoka. Un peu déçu, l'enfant se résigne, mais à force de pression et de répétition, l'enfant va de lui-même dire qu'il souhaite devenir prêtre ou moine. Ça devient presque comme un tic de langage chez lui, mais on sent bien que derrière ses paroles, il n'y a aucune sincérité. Nishiguchi grandit et les années passent. 1939. La Seconde Guerre mondiale a commencé et le Japon se prépare à entrer en guerre avec les États-Unis. L'effort de guerre au Japon est maximal. Les hommes rejoignent l'armée et embarquent sur les bateaux. Les trésors historiques sont vendus et tout objet en métal est réquisitionné pour servir de matière première à la fabrication de canons ou de navires de guerre. La nourriture se fait rare pour le reste de la population, le peuple se prive. Les écoles ne sont pas en reste. Afin de donner l'exemple, une conduite militaire est appliquée à tous les établissements scolaires. Lever obligatoire à 6 h, couvre-feu à 18 h et nourriture en quantité limitée. Les établissements scolaires sont très stricts et celui du jeune Akira ne fait pas exception. Pourtant, ne pouvant pas faire preuve d'autant d'abnégation que ses camarades de classe, Akira vit très mal ces moments difficiles et va même jusqu'à quitter l'établissement en fuguant la nuit. Il est alors renvoyé chez ses parents qui sont extrêmement déçus de son comportement. La pression émanant de ses parents et son échec scolaire vont vraiment faire craquer le mental de l'adolescent Akira. Ce dernier sera marqué à vie par son incapacité à endurer ce que les autres peuvent et aussi par son échec scolaire et social vis-à-vis de ses parents. Cette douleur au fond de lui va créer une bulle qu'on va appeler complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité est une perception de soi exprimée comme inférieure dans certaines situations. Le fait d'éprouver un fort sentiment d'infériorité peut aboutir à une surcompensation sous la forme d'un effort exagéré de valorisation, ou à ce qu'on appelle la volonté de puissance. Après avoir quitté le collège prématurément, la vie de Akira Nishiguchi va basculer dans la délinquance et les crimes. Il commence tout d'abord par de simples vols à la tire, qui étaient d'ailleurs très fréquents au Japon à cette époque. Et ça escalade progressivement jusqu'à de l'escroquerie dans les forces armées. C'est en escroquant les autres qu'il essaie de combler son manque de confiance en soi. Il est toutefois arrêté par la police à Osaka et jugé par le tribunal de la ville pour ses crimes. La sentence prononcée sera 2 ans et 6 mois d'emprisonnement ferme. Mais le petit enfant qui était autrefois si sage éprouve aujourd'hui le profond besoin de transgresser et de se moquer des codes. Si bien qu'il trouve l'amour et se marie, tout ça en restant en prison à l'âge de 20 ans. Une fois sa peine expiée, il fonde une famille avec sa femme et ils ont ensemble 3 enfants. 1947. Malheureusement, la vie une fois sorti de prison est assez difficile. Akira décide de confier ses enfants aux parents de sa femme et la laisse dans la préfecture de Oita dans la ville de Beppu. Tandis que lui part dans la préfecture de Fukuoka travailler en tant que chauffeur de taxi. Il gagne sa vie, essaye de subvenir aux besoins de sa famille, son passé de délinquant est derrière lui. L'est-il réellement ? 18 octobre 1963.
Ce jour-là, dans la préfecture de Fukuoka, on retrouve un cadavre sur une route de montagne. Elle se trouve à l'ouest de la gare de Kanda, sur la ligne principale de Nittyo. La victime est un vendeur de la Japan Tobacco and Salt Public Corporation. La police, arrivant sur les lieux, enquête sur le motif et l'auteur du crime. Mais ils ont à peine le temps de s'installer qu'un deuxième corps a été découvert non loin de là, à 2 km du lieu du premier crime. Cette fois-ci, c'est le corps d'un chauffeur qui est découvert au col Nakasai à Kaharucho. Il s'avère que les deux hommes travaillaient ensemble pour vendre des cigarettes au porte-à-porte, ce qui était une pratique assez courante à l'époque. Rapidement, les policiers comprennent le motif du crime, c'est tout simplement l'argent. En effet, les deux hommes récupéraient l'argent en liquide uniquement, et cette somme pouvait rapidement grimper à des centaines de milliers de yens. Cette somme correspond aujourd'hui à quelques milliers d'euros, mais elle était à l'époque encore plus conséquente que de nos jours. Et c'est pas moins de 270 000 yens qui ont été dérobés aux deux Maccabées. Vous vous en doutez, l'auteur de ces crimes, c'est bien évidemment Akira Nishiguchi. Pourtant, Akira n'avait jamais commis de meurtre jusqu'alors, il s'était contenté de vols, d'escroqueries en tout genre, mais jamais il n'avait tué quelqu'un. Au Japon, il est dit qu'un escroc ne peut pas devenir meurtrier parce qu'il planifie justement tout bien à l'avance, minutieusement, pour ne pas arriver à ce genre d'extrémité. Dans le cas de Akira, malheureusement, cet adage ne se vérifie pas. On n'a pas de réelle explication quant à l'escalade soudaine de la violence de ces crimes, mais j'ai ma petite théorie là-dessus. Durant 15 ans, il n'a jamais réellement arrêté ses activités illégales. Son complexe d'infériorité le poussant toujours à se prétendre au-dessus des autres, il continue à voler, estorquer et jouer. Différents rapports de police vont dans ce sens et prouvent qu'il était accro au jeu et qu'il y dépensait beaucoup d'argent. L'adrénaline et le sentiment de satisfaction lorsqu'il jouait ou qu'il escroquait le poussaient constamment à viser plus haut, plus gros, plus fort. Tout ça pour toujours avoir cette sensation de suprématie. Ce sentiment agissant sur lui comme une véritable drogue, bientôt de simples vols ne lui suffisent plus, et il a besoin de s'exprimer plus fort. Et quoi de mieux pour se sentir au-dessus de l'autre que de lui retirer la vie? Akira a quitté son travail de chauffeur de taxi le 5 octobre 1963, soit 13 jours seulement avant les deux meurtres. Et ces derniers étaient parfaitement prémédités. Akira Nishiguchi avait précautionneusement choisi ses cibles pour les attaquer au moment où ils auraient le plus de liquide sur eux. Il prévoyait de tuer que le vendeur, mais le chauffeur en avait trop vu. Il a choisi l'appât du gain, mais il a mal vérifié les alentours. Plusieurs témoins oculaires permettent d'identifier la face du criminel. La police recueille toutes ces informations et en conclut que le suspect numéro 1 dans cette affaire n'est autre que l'ex-détenu Akira Nishiguchi. Rapidement, un avis de recherche est diffusé et Akira devient l'homme le plus recherché à travers tout le Japon. 21 octobre 1963. 210 000 yens. C'est la somme que gagne Nishiguchi ce jour-là en pariant sur des courses de bateaux. 3 jours après son double meurtre, il n'est toujours pas au courant qu'il est recherché par la police et vit sa meilleure vie. Il prend même le luxe de se confesser pour quelques péchés mineurs dans une église. C'est en sortant du bâtiment tout content et en lisant le journal qu'il apprend dans quelle situation il se trouve. Une fois conscient de son erreur, il ne va pas pour autant faciliter la tâche aux forces de l'ordre. Première chose, il décide d'envoyer un message à sa femme. Tsukamate, c'est que je ne veux pas être pris pour que l'opinion publique se moque de moi. Shinetsu Morida, j'ai l'intention de mourir. On constate encore une fois que son complexe d'infériorité enfoui au plus profond de lui obscurcit son jugement. Il considère la mort plus douce qu'une capture humiliante. 24 octobre 1963. Un costume et des chaussures en cuir sont retrouvés sur le pont d'un ferry qui fait la liaison sur la mer intérieure de Seto. Une lettre est glissée à l'intérieur du costume, voici son contenu. Sakidatsu, veuillez me pardonner pour mes actes. Il n'y avait pas d'autre choix que de choisir cette voie. Signé Akira Nishiguchi. Poursuivi par la police de tout le pays, son mental a craqué et il met fin de lui-même à ses jours en se jetant au fond de l'eau. Vous y avez cru? J'espère pas. Les policiers, en lisant cette lettre, n'ont pas cru à l'hypothèse du suicide. Et cela s'est confirmé lorsqu'ils n'ont trouvé absolument aucun corps sur la zone de passage du ferry. D'autant plus qu'un prêteur sur gage dans une ville non loin de là confirme avoir vendu des chaussures à un homme ressemblant physiquement, trait pour trait, à Akira Nishiguchi. On va avoir droit à partir de là à un formidable jeu du chat et de la souris entre les forces de l'ordre et le meurtrier. Bien entendu, c'est Akira lui-même qui a simulé sa propre mort avant d'endosser une nouvelle identité, Takahashi, professeur à l'université de Kyoto. Novembre 1963. L'homme qui souhaitait autrefois devenir prêtre est aujourd'hui bien loin des paroles de Dieu. Durant sa cavale, Akira s'est réfugié dans la préfecture de Shizuoka, dans la ville de Hamamatsu. Il loge dans un ryokan et se fait passer pour un prestigieux professeur de l'université de Kyoto. Et en regardant les photos, c'est fou comment avec un manteau et une paire de lunettes, il paraît crédible dans son rôle. Mais tout ceci n'est rien bien sûr sans son talent de menteur.
Pour bien prouver au personnel gérant l'auberge qu'il est bien celui qu'il prétend être, il n'hésite pas à s'appeler lui-même en demandant au réceptionniste de laisser un message pour le professeur Takahashi. À quoi va bien pouvoir servir tout ce manège? Eh bien à gagner la confiance de Madame Fujita Yuki, qui est une riche propriétaire. 19 novembre 1963. Cela fait maintenant un mois que Nishiguchi est en cavale. Les enquêteurs piétinent et ignorent où peut bien se cacher notre meurtrier. En effet, de l'autre côté de la partie, il ne s'inquiète que très peu, et en voyant ses économies filer, il prépare son second coup. Ayant gagné la confiance de Madame Fujita et de sa fille, il les attend tranquillement à leur domicile. Les deux femmes revenant de leur sortie se font sauvagement attaquer par Akira. Il les étrangle à l'aide d'un chiffon, et leur corps tombe lourdement sur le sol. Il s'empare alors de tous les objets de valeur, dont les métaux précieux présents sur les corps, et parvient à récolter 210 000 yens. Mais il doit de nouveau fuir, et cette fois-ci ce sera en direction de la ville de Chiba. 2 décembre 1963. Du côté des policiers, ça commence à chauffer. Non seulement il n'arrive pas à mettre la main sur Akira Nishiguchi, et en plus il se permet de tuer des innocents durant sa cavale. Et le bougre est loin de se sentir en danger, ça en devient presque insolent. Il va par 2 fois se prétendre avocat et encaisser frauduleusement une femme de 60 ans qui était venue payer une amende au tribunal de Chiba. La seconde fois, toujours en tant qu'avocat, il ira dans la salle d'attente d'une prison récupérer la caution d'une mère venant libérer son fils. Il est en cavale et il se permet d'aller au tribunal ou en prison pour aller estorquer des gens. Vous reconnaissez encore une fois le complexe d'infériorité qui le pousse à humilier un maximum les forces de l'ordre en allant au sein même d'une prison. Akira, tout fier, se rend bien compte que l'escroquerie dans la peau d'un avocat, c'est plutôt facile. Mais il ne veut pas se contenter d'escroquer de vieilles femmes, il veut monter encore d'un cran. Et pour ça, il a besoin d'une preuve qui atteste du fait que c'est bel et bien un avocat. Et c'est comme ça que le 5 décembre 1963, il vole un badge d'avocat dans un cabinet d'avocat à Joba. Et je vous avoue qu'à partir de là, c'est le florilège. Escroquerie dans un magasin de vêtements à Monbetsucho à Hokkaido, vol d'un loyer dans une auberge de la préfecture de Tochigi, vol d'une caution devant le tribunal de Tokyo. 29 décembre 1963. Déclare ainsi l'enquêteur. L'appartement est sombre et la victime se fait analyser par le personnel compétent. C'est la 5e victime de Akira Nishiguchi, elle s'appelle Umematsu Kamiyoshi, c'est un procureur. Le motif du crime, encore une fois, l'argent, mais aussi la sensation de puissance et d'impunité. Quelques effets personnels ont été dérobés, dont une montre et le précieux badge d'avocat. En enquêtant un peu plus, Akira a encore une fois humilié les forces de l'ordre en récupérant une caution frauduleusement au tribunal de Tokyo. À ce jour, pas moins de 120 000 policiers sont mobilisés pour l'arrêter. À la fin de cette année 1963, Akira quitte la capitale et se dirige vers le Kyushu. Vous commencez peut-être à croire que cet homme est absolument intouchable ou alors que la police fait définitivement mal son travail. Mais on va enfin rentrer dans le cœur de l'affaire Akira Nishiguchi. On se dirige lentement mais sûrement de son déclin. 3 janvier 1964. Akira se balade paisiblement dans la préfecture de Kumamoto. Pas si paisiblement finalement. Il a en tête une nouvelle victime, le moine Furukawa. Akira a connu cet homme lorsqu'il était encore en prison à Fukuoka pour ses délits mineurs. Le moine apporte un soutien psychologique aux prisonniers et il est très fier de son travail et de sa contribution à la société pour réinsérer ses ex-détenus. Akira souhaite se faire passer pour un avocat admiratif du travail de Furukawa pour gagner sa confiance et l'escroquer. Et s'il n'y arrive pas, il pourra toujours le tuer, se dit-il. D'un pas déterminé, Akira se présente devant la porte de la famille du moine. Il est quelque peu déguisé avec un manteau et des lunettes et il arbore fièrement le précieux badge des avocats du Japon. Aujourd'hui, ce n'est pas Akira Nishiguchi, mais l'avocat Kakuji Kawamura qui toque à la porte. Des bruits se font entendre dans les escaliers, des pas d'enfants. C'est la fille du moine Juriko qui va ouvrir la porte à l'avocat. Elle accueille le monsieur et en relevant la tête en un seul battement de paupières, Akira lui passe devant et salue chaleureusement Monsieur Furukawa. Le meurtrier rentre lentement dans la maison et les deux hommes s'installent dans une pièce à côté. Akira Nishiguchi, comme prévu, glorifie les actions du moine et ce dernier est très flatté et la discussion dure longtemps. Le moine innocent ignore qu'il vient d'ouvrir la porte de sa maison à l'homme le plus recherché du pays. Mais vous l'aurez compris, sa fille, elle a compris. お父さん、あのお客さんはポスターにあった殺人犯の西口にそっくりよ。お客さんに失礼なことを言うな。 Mais pourquoi seulement Ruriko, une fille de 11 ans, a-t-elle pu reconnaître notre homme? Tous les jours, la fille en allant et en rentrant de l'école passe par un chemin où sont affichés les avis de recherche.
Tous les jours, elle voit les visages des hommes recherchés, tous les jours, elle voit leurs noms placardés. Malheureusement, ce n'est qu'une fille de 11 ans, et même dans la famille, personne ne la croit. Bien qu'obstinée, elle se résout à se taire. Mais non, ça ne va pas. Son idée est trop présente dans sa tête et elle va quitter la maison et aller retourner voir les affiches. Elle court, elle arrive enfin devant les affiches et là... Plus de doute possible. C'est bien Akira Nishiguchi qui est actuellement dans sa maison. Luriko comprend qu'elle doit vraiment à tout prix convaincre ses parents. Elle prend l'affiche, elle retourne encore une fois à la maison en courant et tout essoufflée, elle montre l'affiche à sa maman. Maman, kore o mite yo. La maman ne peut pas le nier, les deux hommes se ressemblent. Elle passe l'affiche au père et... même s'il admet une ressemblance, il n'arrive pas au fond de lui à admettre que cet avocat qui vient l'aider dans sa démarche est en réalité un escroc et un meurtrier. Quand même, face aux fortes accusations de sa fille, il retourne dans la salle en essayant discrètement d'observer le visage de leur invité. Furukawa lui verse un verre de saké et pour la première fois, le meurtrier va éprouver de la peur. La main de Akira tremble. Mais lorsqu'il boit la coupe de saké, il se place habilement de profil pour qu'on ne remarque pas ses grains de beauté sur l'autre partie de son visage. Toutefois, le dernier détail qui va sceller le sort de Akira, c'est sa taille. La petite fille Luriko va insister pour dessiner un trait sur la poutre de l'entrée à la hauteur exacte du meurtrier selon l'avis de recherche. Lorsque l'avocat passe devant, la maman, le papa et la fille remarquent que les deux tailles correspondent parfaitement. L'admiration chez Furukawa s'est transformée en peur. Maintenant, il sait qu'il a un meurtrier dans sa maison et il ne sait que faire. Il sait qu'il doit protéger sa famille quoi qu'il advienne. Mais s'il le laisse s'enfuir, ce serait comme tuer indirectement un innocent. Le moine prend alors une très lourde décision. Ah, Kawamura-san, ちょっと遅くなりましたね。どうぞ自宅に泊まってください。Oh, Furukawa-san, ありがとうございます。喜んで。 Oui, vous avez bien entendu. Furukawa vient de délibérément inviter à dormir chez lui un meurtrier. La prochaine étape du plan, c'est d'appeler la police durant la nuit. Ce ne sera pas une mince affaire. Mais avant même d'appeler la police, le moine doit tout d'abord protéger sa famille. Il doit bloquer la porte où dort Akira. Le moine va alors passer toute une partie de la nuit à clouter une maigre serrure à sa porte. Il espace bien dans le temps chaque coup de marteau. La tension est palpable. Le moindre coup peut éveiller les soupçons chez le meurtrier. 23h. Enfin, la lumière dans la chambre de Nishiguchi s'éteint. Les parents courent vers le poste de communication le plus proche, mais la police affirme qu'elle ne pourra pas arriver avant 4 heures. La nuit va être longue, très longue. 4h14. La police arrive enfin sur les lieux et prévient que pour la sécurité de tous, il sera préférable de faire sortir Akira Nishiguchi de sa tanière au petit matin, comme si de rien n'était. 9h23. Je ne sais pas si c'est l'instinct d'Akira qui se manifeste, mais une fois réveillé, il va rapidement vouloir quitter les lieux. La femme et la fille saluent son départ et Furukawa l'accompagne jusque dans la rue. C'est alors qu'une voiture de policiers barre la route aux deux messieurs et une demi-douzaine de policiers se jettent sur Akira. S'écria Akira. Le criminel est enfin arrêté. Le criminel le plus recherché du Japon est enfin arrêté, mais quelle honte pour la police. Les yeux de 120 000 policiers mobilisés à travers tout le pays auront été inefficaces face aux deux yeux d'une jeune fille de 11 ans. Le jugement. Le 15 août 1966, le parquet condamne Nishiguchi à la peine capitale. Et cette dernière prend place le 11 décembre 1970. Durant sa détention, il aura écrit plusieurs notes qui permettront de mieux cerner son caractère. Il remerciera même le destin pour lui avoir octroyé du temps pour se préparer à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu, sachant que voilà, YouTube ne met pas beaucoup en avant ce genre de format, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, tchuss.